Alors, on continue un petit peu sur la dysphorie de genre, hein. Donc toujours chez RS 2022, et cette fois-ci, page 57, un petit paragraphe tout à fait intéressant. C'est pourquoi nous passons de façon apparemment paradoxale à une économie qui semble parfaitement normalisée, mais qui est équivalente à celle de la drogue, c'est-à-dire de la fourniture de l'objet réel. L'héroïne n'est pas une représentation d'objet, c'est son réel même. Ce que je trouve drôle, c'est que nous avons aujourd'hui ces machines qui fabriquent du 3D avec des objets en 3 dimensions, et j'ai le sentiment que pour les utilisateurs, il n'y a pas de différence essentielle entre l'objet original, qui aurait servi à la création, et l'objet strictement équivalent qui aura été produit par la machine. Ce ne sera pas une reproduction de l'objet, mais ce sera l'objet en tant que tel. L'hologramme de Mélenchon a-t-il moins de différence avec l'original représentation ou identité? Euh, quand, quand Mélenchon fait référence à Mélenchon, il y avait eu une campagne politique, je ne me souviens plus exactement laquelle, où pour la première fois, un homme politique, donc Mélenchon en l'occurrence, avait fait fonctionner un hologramme et s'était présenté sur la scène devant ses fidèles, devant ses supporters, devant les membres de son parti, à travers un hologramme. Ce que dit, Melman avec la 3D, c'est intéressant parce que Melman intègre tout à fait les nouvelles technologies, la marche du monde. Les 3D, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent, dont on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences. Et Melman se sert de cette innovation technologique pour donner une appréciation du monde contemporain, du monde dans lequel on est. Alors, dans le monde dans lequel on est, en disant quoi? En disant que l'original va disparaître. D'ailleurs, c'est congruent avec cette idée que les artistes actuellement, aujourd'hui, il y a un mouvement, un très grand mouvement comme ça, où les artistes ne signent plus leurs œuvres. Ils donnent des certificats d'authenticité, mais les œuvres ne sont plus signées. Les œuvres ne sont plus signées, de même qu'on peut les reproduire à travers des machines 3D, par exemple, et on peut reproduire des objets à partir des machines 3D sans faire la différence entre l'original et la reproduction. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est que la question de l'original, mais ça nous renvoie aussi à la question de l'auteur. Il n'y a plus finalement cette notion d'individu, en quelque sorte, qui crée quelque chose d'original, de cette œuvre unique, de la création par un individu particulier disparaît. L'original disparaît. On est peut-être dans la continuité de ce que Warhol proposait avec ses sérigraphies. Ces sérigraphies reproduites carrément, pratiquement à l'identique, et dont simplement une petite modification de couleur venait différencier les objets les uns après les autres. Mais finalement, une reproduction, chez Warhol, était aussi importante qu'un original. Il n'y avait pas d'original en fait. C'est peut-être Warhol le premier qui détruit l'original. On peut le dire comme ça. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'original. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas très bien, mais par contre, ce que je sais, c'est que Melman disait souvent qu'on se perd toujours quand on interroge l'origine. Et entre l'original et l'origine, on n'est pas loin de quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire que c'est peut-être encore un progrès, en fait. C'est peut-être un progrès qui consiste à, à estimer ou à considérer que l'origine, finalement, n'est pas quelque chose d'intéressant. L'origine ou l'original n'est plus quelque chose de tout à fait aussi important que ce que ça a pu être jusqu'à présent. L'origine des choses. On s'est beaucoup interrogé sur l'origine des choses. L'origine du langage, l'origine des hommes, l'origine de la civilisation, l'origine de toute chose finalement, l'origine du traumatisme également. La psychanalyse propose quelque chose en disant qu'il n'y a pas d'autre traumatisme que celui de l'intrusion du langage, pour lequel il n'y a pas d'origine véritablement. À un moment, le langage est là. Avant, il n'était pas là et pourtant, il était déjà là. Il n'y a pas d'origine en fin de compte. On se perd toujours quand on interroge l'origine. L'aspect positif du monde contemporain avec cette multiplication des objets qui deviennent aussi réels les uns que les autres, les premiers comme les suivants, avec le fait que l'auteur d'un écrit
soit finalement quelque chose qui s'interroge beaucoup. Il y avait eu chez Lacan, dans la revue Silicette, une tentative pour écrire des articles qui n'auraient pas eu d'auteur. C'est encore une manière de supprimer la question, non pas celui qui écrit, mais la question de l'original, ou de celui dont s'origine l'écriture. Voilà, plusieurs choses intéressantes à mettre au travail. Alors, par contre, quand même, ce sur quoi nous alerte Melman, et ce sur quoi, à mon avis, il faudrait qu'on réfléchisse beaucoup plus que ça, enfin, beaucoup plus encore que ça, que cette petite intervention, et que les questions qui peuvent nous arriver à partir de ça, c'est que nous passons apparemment d'une façon paradoxale, c'est pourquoi nous passons de façon apparemment paradoxale à une économie qui semble parfaitement normalisée, mais qui est équivalente à celle de la drogue, c'est-à-dire la fourniture de l'objet réel. Et il prend bien sûr la drogue, sur laquelle il s'est beaucoup interrogé au niveau des addictions. Il y a de textes très intéressants sur la toxicomanie, sur le fait que notre position à l'égard des toxicomanes sera dans quelques années considérée comme criminelle. Beaucoup de textes, je ne les ai pas tous en tête là, mais je n'ai pas les titres en tête, mais peut-être je vais pouvoir les retrouver rapidement. Si je les ai ici, non, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça. Mais bon, il y a pas mal de textes de Melman qui sont relatifs à l'addiction et aux drogues. Et là, ce qu'il dit, c'est que la drogue n'est pas la représentation d'un objet, mais l'héroïne n'est pas une représentation d'objet, mais son réel même. Et c'est ça qui est tout à fait insupportable dans la marche du monde telle vers laquelle nous avançons, c'est que il n'y a plus, c'est-à-dire que c'est la représentation qui disparaît. Autrement dit, le semblant. La représentation et le semblant qui disparaît au profit d'un réel. Et la confrontation au réel, quand elle n'est pas médiée, est traumatique. C'est-à-dire que c'est totalement insupportable pour les pauvres humains que nous sommes. On ne peut pas s'affronter au réel sans que la confrontation soit d'une violence extrême. D'abord parce qu'on ne peut pas le saisir, le réel. On ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas. On peut juste le border symboliquement. Quand on le borde symboliquement, déjà on le met un peu à distance. Quand on le met à distance, ça veut dire qu'on le déplace, il s'échappe un peu plus loin. Mais quand on prend le réel de plein fouet, si j'ose dire, c'est comme une dose d'héroïne. C'est ce que nous dit Melman. C'est comme si on prenait un shoot. C'est comme si on était attrapé. Et on retrouve là la question de la vérité étant un affect qui nous chosifie. Eh bien, c'est la même chose. La dose de drogue nous chosifie, nous affecte encore plus qu'affecter, puisqu'il y a la substance qui vient renforcer, si vous voulez, l'emprise organique de la substance. C'est un petit peu différent du symbolique. Le symbolique, bien qu'il nous attrape et bien qu'il nous organise au niveau du corps en tant que tel, peut-être un peu moins fort encore que faut voir. Peut-être que même les mots sont aussi forts que des doses de drogue. C'est pas impossible du tout, ça. Mais ce sur quoi nous alerte Melman, c'est que nous avançons vers une société qui serait totalement l'équivalente d'une injonction permanente de doses d'héroïne, donc d'une addiction et d'une chosification tout à fait détestable, Et bien sûr, ça nous renvoie à la période tragique des camps de concentration, où on peut peut-être considérer les camps comme un lieu où ruisselait la jouissance, c'est-à-dire une souffrance extrême, c'est-à-dire probablement là aussi encore une mise en place d'un réel tellement direct, d'une vérité tellement prégnante qu'il ne restait rien d'autre qu'une addiction absolue à un objet réel qui était des injonctions permanentes jusqu'à la destruction des corps et jusqu'à l'annihilation de tout ce qui faisait l'humanité, non seulement du côté des bourreaux, de ceux qui organisaient ça, qui étaient complètement déshumanisés, mais également,
et c'est d'autant plus, et c'est encore plus tragique, du côté de ceux qui étaient contraints d'être dans ces camps, et pour qui l'humanité elle-même, pour eux-mêmes, disparaissait. Il y a des textes quand même qui sont tout à fait tragiques, dans lesquels on voit avec quelle difficulté ils tentaient, je veux dire, les juifs et les prisonniers des camps de camps de prisonniers, avec quelle difficulté ils tentaient de conserver un peu d'humanité, en faisant un peu de théâtre, en récitant des passages de la religion, de leur religion, ou en essayant d'organiser entre eux peut-être une forme de structure, une forme de structuration du camp, avec une tentative d'organiser quelque chose, d'une structure sociétale à l'intérieur du camp, sous-jacente au camp. Donc, ce qui me semble le plus effrayant, et le plus effrayant, bon, on va tenter de ne pas être effrayé, mais de mettre ça au travail, si vous voulez, de plus à mettre au travail, c'est que c'est comme si, en fait, ce que nous dit Melman, c'est qu'on est en train d'arriver dans un monde où le camp de concentration ayant été tellement peu ou tellement mal, plutôt que peu, tellement mal dialectisé, ayant été tellement refoulé, ça vient faire retour au niveau de la société. C'est-à-dire que c'est le camp qui vient faire retour. Et ce que nous dit Melman, c'est on est organisé, on vient s'organiser collectivement dans une projection où la représentation et le semblant ayant totalement disparu, c'est bel et bien la mise en place d'une société qui nous injecte en permanence des doses d'héroïne, et cette image, aussi terrible soit-elle, nous renvoie à ce qu'étaient les camps de concentration. C'est-à-dire que ce que nous dit Melman avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de technicité psychanalytique, c'est que la société dans laquelle nous nous organisons, c'est un camp de concentration. Et bien sûr, c'est avec en plus cette dimension que qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, si vous voulez, il n'y a pas d'Américains qui vont venir nous sortir des camps. On ne peut s'en sortir que soi-même. À de très nombreuses reprises, dans un nombre important de ces conférences, il nous a dit qu'il y avait deux éléments absolument indispensables à mettre au travail, qui étaient, et peut-être même avant la Shoah, la colonisation. La colonisation et la Shoah, peut-être sur le même plan. Enfin bon, moi c'est pas la même chose, mais enfin en tout cas, pour nous psychanalystes, il y a quelque chose de semblable dans la colonisation, dans les effets de la colonisation et dans les camps de concentration de la période 39-45, qui ont organisé une telle disparition du semblant et de la représentation au profit d'un monde réel, que nous avons à mettre au travail cette question, à défaut de quoi, nous n'arriverons pas à franchir cette période dans laquelle nous sommes, qui nous arrive en fait. On n'y est pas encore tout à fait, mais on y est de plus en plus, qui nous arrive et qui va bien falloir franchir pour réussir à remettre en place une organisation sociale où le semblant et la représentation reprennent leur place, à défaut de quoi nous avançons vers une barbarie absolue et une régression de civilisation comme on en a jamais vu. C'est-à-dire que les progrès qui ont été faits, bon alors là ça m'entraîne trop loin parce que est-ce que c'est véritablement un progrès qu'une société qui réussit à mettre en place un système idéologique et politique qui organise à la fois les camps et peut-être même la colonisation. Bon alors là on va un petit peu trop loin, mais en tout cas c'est ça que avec ce court petit passage de la page 57 de la dysphorie de genre, nous arrivons à entreapercevoir à la fois de ce que disait Charles Melman dans son texte et à la fois de ce que nous, psychanalystes, pouvons en faire, à la fois dans notre clinique et puis dans l'acte psychanalytique, dans les actes de notre vie. À bientôt et bonne route.